La manipulation sacro-iliaque est souvent présentée comme une remise en place, et pourtant, c'est pas du tout ce qui se passe. Mais je continue à l'utiliser en cabinet, et c'est ce que j'aimerais t'expliquer dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Damien, je suis thérapeute manuel et j'exerce dans un cadre de professionnel de santé, et aujourd'hui, on va parler de la sacro-iliaque. La sacro-iliaque est un très bon exemple des dérives qu'on a connues en thérapie manuelle. La remise en place, la correction, le réalignement. Pendant longtemps, les discours et les explications sur ces gestes étaient très mécanistes. Aujourd'hui, face aux limites de ces modèles, beaucoup ont jeté les explications, mais avec ces explications, ont jeté aussi les gestes. À mon sens, le problème n'est pas le geste, c'est le discours. Je vais te montrer une technique que j'utilise dans des problème de lombalgie basse lorsque l'hypothèse prioritaire au niveau du bilan est une douleur, un symptôme d'origine arthrogénique sacro-iliaque. Attention, cette manipulation ne remet rien en place. Il ne faut pas y voir une manipulation mécanique, mais une manipulation neuro. Donc, pour cette manipulation sacro-iliaque, il convient déjà de bien trouver l'emplacement où on va amener une contrainte et un vecteur de force. Donc une fois que vous avez le IPS, les deux EIPS, vous allez à l'intérieur, vous trouvez l'épineuse de L5. À l'intérieur de L5, vous avez la zigue apophysaire de L5. Vous descendez d'un étage, vous êtes sur S1. Si vous descendez trop, vous serez sur S2, qui est le point de pivot, là où il y a les ligaments interosseux. C'est pas là qu'il faut essayer d'amener la contrainte. Il faut essayer d'être un peu au-dessus de S2. Et on va venir avec la tête du méta. Donc, je vais placer la patiente. Tu passes sur le côté vers moi, s'il te plaît. Tu viens un petit peu plus vers moi. Un petit peu plus. OK. Tu relâches l'épaule, la tête ici. Ok, tu relâches ce bras. Tu détends. Tu prends les poignets ensemble. Voilà. Donc, la biomécanique ici va guider la précision du geste. On va venir tourner l'épaule pour être dans l'axe du petit bras auriculaire de l'articulation sacro-iliaque. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que si on est trop ici, on va être dans l'axe surtout de la zigue apophysaire L5-S1. La biomécanique ici est un guide pour la précision du geste, mais elle n'est en rien l'explication de l'effet analgésique possible de la technique. C'est juste pour essayer d'être assez reproductible d'une manipulation à l'autre. Donc pour avoir le petit bras auriculaire, je suis obligé de venir comme ça, ici. Donc, hop, hop. Tu inspires et tu souffles. Et tu détends. Et tu relâches. Et tu repasses sur le dos. Ça va? Pas de douleur? Et donc, par la suite, on va venir retester pour voir si on a une modulation du symptôme. En effet, on va parler beaucoup plus de stimulation neurophysiologique de cette technique. La manipulation HVLA va créer une accélération. Cette accélération, avec une précision grâce à la biomécanique, va permettre d'impliquer des surfaces, des éléments périarticulaires qui sont souvent des capsules ou des ligaments dans lesquels nous avons beaucoup de mécanorécepteurs, notamment des mécanorécepteurs phasiques très sensibles à l'accélération. Et c'est sur ces mécanorécepteurs qu'on pense éventuellement que la manipulation sacro-iliaque pourrait agir et expliquer en partie l'effet analgésique de certaines techniques manipulatives. Il est donc plausible de changer de modèle et d'expliquer plutôt que cette analgésie
viendrait d'une stimulation intense afférente. En tant que professionnel de santé, le discours est très important. Il faut faire attention vraiment à ce que l'on va raconter aux patients. On ne va pas parler de remise en place, de correction, de réalignement, de blocage, de lésion, même de dysfonction. Les discours un peu dogmatiques risquent d'installer des croyances fortes chez les patients et peuvent avoir un vrai effet délétère, notamment au niveau de la conscience de leur corps, une kinésiophobie et bien sûr une dépendance au thérapeute qui est plutôt malsaine. Un discours responsable va permettre de redonner au patient une certaine perception plus juste de son corps et surtout une autonomie. La thérapie manuelle est un outil précieux car elle va permettre de créer une alliance thérapeutique forte. Pourquoi? Ce contexte pendant lequel nous pratiquons la thérapie manuelle est une petite bulle. Nous avons de l'écoute active, du toucher et un climat de confiance. Ce contexte va permettre d'être une alliance thérapeutique forte qui va, surtout si l'on arrive à moduler le symptôme dans le bon sens, c'est-à-dire réduire le symptôme grâce à une technique manipulative, prendre le patient comme témoin de cette modulation et installer une autorité naturelle du thérapeute et une confiance. En tant que professionnel de santé, il faudra utiliser cette confiance pour ramener le patient vers des exercices et une autonomie. Et notamment à la maison, l'adhésion des exercices sera plus efficace, de mon point de vue, grâce à cet effet contextuel qu'apporte la thérapie manuelle. Attention aussi de la manière dont on invoque la science lorsqu'on parle de thérapie manuelle. La science est un outil merveilleux pour évaluer, mesurer, comparer. Mais la science n'est pas une vérité révélée. Lorsqu'on applique la littérature au sens strict, de façon rigide, sans contexte clinique et sans jugement professionnel, on risque simplement de remplacer un dogme par un autre. L'exigence scientifique ne doit pas amener à une réduction excessive de la clinique. En thérapie manuelle, d'autant plus, la robustesse méthodologique des études est souvent très faible. Taille des échantillons, difficulté d'aveuglement, que ce soit les thérapeutes ou les différents patients dans les groupes, comparateurs souvent de faible qualité, qui génèrent, de par son effet placebo, un effet contextuel, standardisation du geste qui est complexe à mettre en œuvre, l'absence de preuves robustes n'est pas une preuve d'inefficacité. D'ailleurs, les recommandations cliniques, les guidelines, proposent d'associer les exercices avec un peu de thérapie manuelle, ce qui est du moins, ce qui serait éventuellement du moins la preuve de sa non-inefficacité. S'intéresser à la science n'empêche pas un pragmatisme clinique sain. La science permet de réviser le discours, et c'est très important le discours. Mais elle n'impose pas forcément d'abandonner des outils empiriques lorsqu'ils sont utilisés de manière responsable. On peut donc tout à fait utiliser la thérapie manuelle de façon responsable, sans raconter d'histoire, sans installer des croyances et sans renoncer à l'exigence scientifique. En tant que professionnel de santé, je pense qu'il est important de se réapproprier ce savoir-faire trop longtemps abandonné pour des mauvaises raisons. C'est cette approche de la thérapie manuelle responsable, la thérapie manuelle moderne, que je veux défendre ici sur cette chaîne. Merci de m'avoir écouté, d'autres vidéos vont arriver, bye bye.